Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La pathologie de la glande thyroïdienne est très diversifiée et sa prise en charge concerne plusieurs spécialités du monde médical, chirurgiens, internistes, biologistes, radiologues, pathologistes, anesthésistes, etc. Le goitre est de loin la pathologie thyroïdienne la plus fréquente. C'est une augmentation pathologique du volume de la glande thyroïde d'une grande fréquence dans le monde, affectant près de 10% de la population adulte, beaucoup plus rare chez l'enfant de moins de 5%. Elle concerne beaucoup plus la femme que l'homme. Elle concernerait plus de 20% de femmes adultes contre 3% des hommes. Si dans certaines sociétés, le fait d'avoir un goitre n'est pas un problème en soi, il pose cependant aux praticiens plusieurs problèmes dans sa prise en charge. Au-delà de l'aspect visible qui peut paraître inesthétique, des difficultés peuvent se rencontrer au niveau du diagnostic, du suivi et du traitement, car il existe des formes simples, dites bénignes, mais aussi des formes compliquées graves qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau le médecin lieutenant-colonel Éric Eddy Martial Nao. Il est praticien ORL au CHU Algado Ouedraogo et à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly. Il est également le directeur général de la société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale Sogémab. Docteur Ken Diasso. Docteur Diasso est praticien ORL à l'hôpital Saint-Camille. Et puis Docteur Nogounian Ignace Lengani. Docteur Lengani est praticien ORL au CHU régional de Waiguia. Bonsoir messieurs et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Professeur Nao, est-ce que vous pouvez compléter la définition que je viens de donner du goitre en français facile? Alors, avant de donner cette définition, permettez-moi d'abord de remercier la RTB qui nous donne chaque fois une occasion de s'exprimer et de sensibiliser la population. Et également remercier les téléspectateurs qui prennent de leur temps pour nous écouter et qui nous donnent le moral à continuer à sensibiliser. Alors, pour la présentation, vous avez remarqué également que j'exerce à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly. Ce n'est pas une nouvelle structure, c'est le nouveau nom qui a été donné à l'hôpital qui se situe au sein du camp Sangoulé Lamizana, qui a été baptisé au nom du capitaine Alassane Koulibaly depuis environ 2 mois. Et le capitaine Alassane Koulibaly, c'est un de nos collègues qui est tombé sur les chemins de bataille et on a voulu le rendre hommage et on a donné son nom à l'hôpital militaire. Et désormais, l'hôpital qui se trouve au sein du camp Sangoulé Lamizana s'appelle hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly. Et c'est l'occasion également pour moi de faire un clin d'œil à mes camarades qui font un travail extraordinaire, et particulièrement au bloc opératoire où il y a à peu près 750 à 800 patients qui sont pris en charge par an. Alors, pour revenir sur la définition du goitre, on peut dire que le goitre, c'est une augmentation du volume de la glande thyroïde. Et cette augmentation se traduit par l'apparition d'une boule au niveau du cou. Et généralement, le patient consulte parce qu'il a une augmentation du volume du cou. En temps normal, la thyroïde n'est pas palpable.
Voilà ce que je voulais compléter de cette définition. D'accord. Docteur Lengane, pourquoi, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la glande thyroïde et puis dont la maladie entraîne le goitre et comment elle fonctionne? Merci. La thyroïde, en fait, c'est un petit organe qui se trouve au niveau du cou et il est situé, en fait, en avant de la trachée. Et la trachée, donc, c'est là où l'air passe quand on respire. Et cette glande-là fabrique des hormones. Et ces hormones-là sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. La thyroïde, classiquement, est en forme de papillon, c'est comme ça qu'on la décrit, et elle est constituée de deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, et qui représentent en quelque sorte les ailes du papillon. Et ces lobes sont réunis au milieu par l'isthme. Et sur le plan pathologique, la pathologie thyroïdienne peut affecter soit un des lobes, soit la totalité de la glande thyroïde. Il faut ajouter également que les hormones thyroïdiennes sont indispensables au fonctionnement de l'organisme parce que ces hormones vont agir au niveau de plusieurs organes. Ces hormones, en fait, jouent véritablement un rôle de carburant dans le fonctionnement de l'organisme. C'est ce qu'on pourrait dire donc sur le plan anatomique et du fonctionnement. D'accord. Docteur Diasso, à quel moment peut-on parler de goitre chez un individu? Merci beaucoup pour l'invitation. Comme il a été dit tout à l'heure, le goitre, c'est l'augmentation de taille de la glande thyroïde. Donc, le plus souvent, le malade va ressentir ou retrouver donc un gonflement ou une boule qui est située donc à l'avant de la gorge. Et à l'issue donc d'une consultation, on peut rapidement déterminer qu'il s'agit donc d'un goitre qui est donc développé aux dépens de la glande thyroïde. Il y a par contre certains cas où l'augmentation n'est pas aussi flagrante. Donc dans ces cas-là, le médecin peut découvrir la présence du goitre au cours d'un examen de routine pour une toute autre maladie. Et on peut également découvrir que le patient a un goitre au cours d'une échographie qui est réalisée dans le cadre d'un bilan également pour une autre pathologie. Mais d'une manière générale, globalement, le patient va ressentir ou son entourage va donc remarquer qu'il y a un gonflement, une boule située à l'avant du cou. D'accord. Professeur Nao, quels sont les différents types de goitres que l'on peut rencontrer? Alors, de façon globale, je peux dire qu'il y a à peu près 3 ou 4 types de goitres. Alors, si je pars de la définition du goitre, il peut y avoir des goitres qui sont diffus. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation globale du volume de la glande thyroïde. Et à titre d'exemple de goitre diffus, vous avez ce qu'on appelle la maladie de Basedow. Basedow, c'est l'auteur qui a découvert cette maladie. Et généralement, ce goitre s'accompagne souvent des yeux qui sortent de leur orbite. Et parmi les goitres diffus aussi, vous avez les goitres qui sont dus à un manque d'iode. Et c'est pourquoi vous avez vu que le sel est iodé, parce que les nutritionnistes ont trouvé que l'aliment qui est le plus souvent consommé par tous, c'est le sel. C'est pourquoi on a mis de l'iode dans le sel. Et lorsque vous consommez de l'iode, vous évitez ce type de goitre diffus. Le deuxième lot de goitres, c'est ce qu'on appelle les nodules. Ici, en fait, il y a une boule qui va se développer sur une partie de la glande thyroïde. Contrairement au goitre diffus où c'est toute la glande, ici, c'est une partie de la glande. Et dans ce lot de nodules, il y a 2 grands types. Il y a les nodules qui sont bénins et il y a des nodules qui sont malins qu'on appelle également cancer. Et le troisième lot, c'est généralement une inflammation de la glande thyroïde. Et cette inflammation peut être localisée sur une partie de la glande ou concerner toute la glande thyroïde. Donc voilà les 3 types de goitres. Mais entre les goitres bénins et les goitres malins, quels sont les plus fréquents dans la pratique? Alors, heureusement que entre les goitres bénins et les goitres malins, c'est les goitres bien évidemment bénins qui sont les plus fréquents. Et généralement, ces goitres-là, c'est surtout des nodules thyroïdiens. Et lorsqu'on regarde un peu les statistiques, les goitres malins représentent 5% des nodules. Et ce qui est bénin, c'est 95%.
Donc ça veut dire que le cancer de la glande thyroïde, c'est à peu près 5% des nodules thyroïdiens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Docteur Lengane, est-ce qu'il y a une explication précise ou une prédisposition par rapport à la survenue de ces types de goitres diffus, nodulaires ou un cancer? Effectivement, on peut retrouver ce qu'on appelle des facteurs de risque et de développer un goitre. Et parmi les facteurs de risque, le principal facteur de risque, c'est le fait d'être un sujet de sexe féminin. Comme vous l'avez dit en introduction, les femmes ont 4 fois plus de risques de développer un goitre que les hommes. En plus du sexe, il y a également l'âge. Au-delà de 40 ans, la fréquence, la probabilité de développer un goitre augmente. Il y a également le fait que si dans la famille il y a un antécédent de goitre, vous avez une plus grande probabilité de développer également un goitre. Comme autre facteur de risque, il y a l'obésité et également le tabagisme. Pour ce qui est du cancer, un des facteurs de risque, c'est essentiellement les radiations ionisantes. Par exemple, un patient qui a eu une radiothérapie des rayons X pour le traitement d'un cancer au niveau du cou, il faut surveiller sa thyroïde. Et également, on a découvert cela lors des incidents nucléaires, par exemple Tchernobyl et Fukushima récemment. Après ces incidents nucléaires, on a remarqué une augmentation de la fréquence donc, des cancers de la thyroïde, surtout dans des populations jeunes. Donc là, il s'agissait donc des facteurs de risque. Sur le plan donc, des causes, professeur Nawa parlé tout de suite de la carence en iode. Et cette carence peut être liée à un défaut d'apport au niveau de l'alimentation ou bien liée à la prise de médicaments ou d'aliments qui vont diminuer l'absorption de l'iode. Et la carence en iode est la cause la plus fréquente dans notre contexte. En plus de la carence en iode, il y a également la grossesse. La grossesse, qui est une situation physiologique, peut entraîner l'apparition d'un goitre ou l'augmentation du volume d'un goitre préexistant. Et la troisième situation, ce sont les maladies inflammatoires auto-immunes. Auto-immunes, c'est-à-dire que des anticorps de l'organisme attaquent certains organes. Et quand ces anticorps attaquent la thyroïde, on va aboutir donc à une maladie inflammatoire qui va le plus souvent s'accompagner d'un dysfonctionnement de la thyroïde en termes donc de production d'hormones. Voici donc à peu près les facteurs de risque et les étiologies des goitres. Après ce que nous venons d'entendre, Dr Diassou, est-ce qu'on peut prévenir les goitres? Alors, en termes de prévention pour la maladie thyroïdienne, comme l'expliquait le Dr Lengani, il y a plusieurs facteurs qui vont agir ensemble pour prédisposer le patient à développer un goitre. Il y a certains facteurs sur lesquels on ne peut malheureusement pas qu'on ne peut pas contrôler. Donc, le sexe féminin, l'âge, on sait qu'à partir de la ménopause, les femmes sont plus prédisposées à développer des nodules thyroïdiens. Il y a certaines familles où on est prédisposé à développer des goitres, même certaines ethnies où on est prédisposé. Et donc, ces facteurs-là, on ne peut malheureusement pas les contrôler. Les seuls facteurs qu'on peut contrôler, c'est notamment, comme ce qui est expliqué, l'iode, parce qu'on sait que lorsqu'il y a une carence en iode, donc lorsque l'organisme manque d'iode, la glande thyroïde est obligée de fournir des efforts supplémentaires pour produire les hormones, et donc ça peut entraîner un goitre. Et on peut également essayer de lutter contre le stress. On sait également que le stress est un grand facteur de dérèglement de la production des hormones que produise la thyroïde. Mais pour ce qui est vraiment de la prévention en termes de la maladie de la thyroïde, le plus important, c'est d'essayer d'éviter les complications. Et donc là, ça va passer par des consultations précoces. Comment se fait le diagnostic des goitres, professeur Nao, de façon générale? Alors, le diagnostic des goitres, c'est une question assez vaste parce que déjà, ça commence par la découverte. Il y a 3 grandes situations qui nous amènent à voir le patient. Premièrement, c'est le patient qui arrive à l'hôpital qui dit « Docteur, tiens, j'ai constaté une boule au niveau du cou ». Deuxièmement, c'est le patient qui a été référé par un collègue parce qu'en faisant une échographie du cou pour une raison X ou Y, on découvre qu'il y a un goitre. Et troisièmement, c'est ce que nous on ne souhaite pas, c'est les patients qui viennent en urgence pour un goitre qui commence à comprimer la trachée et l'œsophage. Et ce que je vais ajouter, vous savez, le cou, il y a
beaucoup d'éléments, notamment la trachée où l'air passe pour aller dans les poumons. Et également, il y a l'œsophage où les aliments passent pour aller dans l'estomac. Et la glande thyroïde, à l'état normal, est collée à ces deux éléments. Donc, généralement, lorsque vous avez une augmentation du volume de la glande thyroïde, lorsque sa taille atteint une certaine mesure, la glande commence à comprimer, c'est-à-dire à faire effet de masse sur le tuyau qui est la trachée et le tuyau de l'œsophage. Donc, la personne aura des difficultés respiratoires et la personne aura des difficultés également pour s'alimenter. Donc, ça, c'est généralement une situation extrême. Généralement, le patient vient en urgence et c'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est pourquoi on sensibilise la population à consulter très tôt. Donc, ça, ce sont les éléments qui nous amènent d'abord à découvrir le goitre. Alors, lorsque nous sommes face à un patient qui vient dire « j'ai une boule », on le constate, il faut faire des examens. Alors, il y a plusieurs types d'examens. L'objectif, en tout cas, de tout praticien ORL, la hantise, c'est dit, est-ce que c'est un nodule, c'est un cancer ou pas? Donc, tous les examens qu'on doit faire, ça doit nous orienter vers la recherche d'un goitre, la recherche, et surtout éliminer un nodule, un goitre qui est malin. Donc, au premier rang de ces examens, le plus facile, c'est l'échographie. L'avantage de l'échographie, c'est que ça vous permet d'abord de confirmer que la boule qui est au niveau du cou s'est développée au dépend de la glande thyroïde. Même si en examinant le patient, vous avez des éléments qui vous permettent de savoir que c'est un goitre. Et deuxièmement, ça va caractériser, donc ça va donner les éléments caractéristiques du nodule qui peut orienter vers quelque chose de gentil, bénin, ou quelque chose de plus grave, malin. Le troisième élément, ça va nous permettre de dire, le docteur Lengani l'a dit, la glande thyroïde a deux parties, le lobe gauche et le lobe droit. L'échographie va nous dire, tiens, les nodules sont surtout développés au dépend du lobe gauche ou du lobe droit ou des deux côtés, parce que c'est une implication dans la prise en charge chirurgicale. Parce que dans la chirurgie, on peut enlever un lobe, le patient il n'a pas besoin de prendre un traitement substitutif, ou parfois on oublie d'enlever les deux lobes et il est obligé de prendre un traitement substitutif à vie. Donc, ça nous donne l'information déjà pour discuter avec le patient. Ça, c'est l'échographie. Le deuxième examen que l'on peut demander, c'est, docteur Lengani l'a dit, les hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde, c'est une glande, c'est une structure qui fabrique une substance qui est très très importante pour la vie. Et c'est ce qu'on appelle les hormones. Et les hormones fabriquées par la glande thyroïde, on les appelle T3, T4. Et très souvent, dans certaines pathologies de la glande thyroïde, la glande se met à fabriquer beaucoup d'hormones qu'il en faut. Alors que ces hormones jouent un rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Donc, si la quantité de ces hormones est élevée, vous avez un corps qui est comme en accélération. Vous allez avoir un battement cardiaque qui est élevé, une tachycardie. Vous allez manger beaucoup alors que vous maigrissez. Vous allez vous énerver. Et la deuxième information avec cet examen, on ne peut jamais opérer un patient qui a une augmentation de la sécrétion de la glande thyroïde. Donc, dans ce genre de situation, il faut mettre le patient sous traitement. C'est pourquoi les types de goitre, en fonction des types de goitre, les traitements diffèrent. Très souvent, on reçoit des patients qui disent « Ah, mon voisin avait un goitre, on lui a donné un traitement médical, pourquoi vous voulez m'opérer ?» Donc déjà, en fonction du type de goitre, les traitements ne sont pas les mêmes. Le troisième examen qu'il faut demander, c'est souvent la cytoponction, qu'on ne le fait pas très souvent, qui permet de ponctionner une cellule dans la thyroïde et d'analyser pour voir est-ce qu'on a une orientation vers quelque chose de bénin ou malin. Donc, voilà à peu près les trois examens qui sont à peu près obligatoires, mais il y en a d'autres, la radiographie. Si vous avez un gros goitre très volumineux, vous voulez savoir si le goitre est en train d'aller vers le thorax, vous pouvez demander une radiographie, voire un scanner même, pour apprécier le rapport du goitre avec les éléments du cou, parce que c'est une implication chirurgicale. Donc, mais il faut savoir que de façon générale, toutes ces informations ont pour but de savoir est-ce que nous sommes en face d'un goitre gentil ou un goitre non gentil, c'est-à-dire un cancer, et l'implication chirurgicale également.
Fréquent particulièrement chez la femme, le goitre désigne une augmentation du volume de la glande thyroïde. Il est surtout dû à une carence en iode. Les personnes âgées de 40 à 60 ans sont les plus touchées par le goitre selon les spécialistes de la santé. C'est une maladie bénigne, mais les complications de cette tumeur maligne de la thyroïde sont liées à son extension aux organes de voisinage tels que le larynx, le pharynx, la peau, les ganglions ou à sa métastase. Le reportage est signé Alassane Kendrebego et Isaka Nana. Il se caractérise par une augmentation anormale du volume de la glande thyroïde. Le goitre est une pathologie qui se manifeste par un gonflement visible de la région antérieure du cou. Une augmentation qui peut être diffuse ou localisée. Le goitre est surtout dû à une carence en iode, un oligo-élément essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Comme je vous dis, on a pensé que notre zone là, il n'y a pas assez d'iode, notamment dans la terre. Donc ce qui fait que vous voyez, on a mis de l'iode dans le sel. C'est ça qui a amené le sel iodé. Presque tous nos sels que nous consommons, c'est de l'iode. Parce qu'on estimait que dans nos zones, la terre ne contient pas assez d'iode, on a une zone d'endémie. Donc il faut mettre de l'iode pour éviter justement le goitre. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ça peut être dû à plusieurs choses. Soit c'est l'iode qui manque dans l'alimentation, soit je vous ai dit, il est absorbé au niveau de l'intestin. Si l'absorption ne se fait pas bien au niveau de l'intestin, parce que vous avez par exemple une maladie diarrhéique qui élimine, vous n'aurez pas assez d'iode. Je vous ai dit également que le rein intervient dans l'élimination d'une partie de la glande. S'il y a une anomalie du rein qui fait que le rein élimine beaucoup plus, vous n'aurez pas assez d'iode. Et je vous ai dit enfin que c'est la glande thyroïde, il y a un métabolisme au niveau de la glande thyroïde. Si vous avez une anomalie qui fait justement que cette iode ne peut pas se fixer au niveau des cellules de la glande thyroïde, vous aurez également un défaut d'iode. Voyez? D'autre part, je vous ai dit également que le iodure qui rentre dans la glande thyroïde doit être métabolisé pour donner des hormones thyroïdiennes. Si vous avez des anomalies au niveau de ce métabolisme-là également qui ne se fait pas bien, vous aurez un défaut d'iode. Donc, vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, et notamment chez la femme, par exemple, au cours de la grossesse, au cours de l'allaitement. Elle a besoin de beaucoup plus d'iode pour donner à l'enfant. Donc, si dans l'alimentation, il n'y en a pas assez, du fait qu'elle est en grossesse, ou elle allaite, ou à la période pré-pubertaire, elle peut avoir un goitre également. Et ça fait justement que ce goitre-là se rencontre beaucoup plus chez la femme que chez l'homme, dans tous les pays du monde. Voilà. Dans notre pays, on estime environ que nous avons 8 à 11 femmes pour un homme, pour le goitre. Parmi les causes, il y a également le facteur génétique. Il y a lorsque dans la famille, on retrouve des cas de goitre, la descendance est prédisposés à développer également un goitre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un goitre, mais ils sont plus prédisposés à développer un goitre. Le goitre peut être facilement détecté par l'observation et la palpation. Le signe le plus visible est une augmentation du volume de la région antérieure du cou, perceptible à l'œil nu. Le goitre, selon les spécialistes, peut survenir à tout âge. Le goitre peut survenir à tout âge, mais l'ensemble des études reconnaissent que ce goitre survient en général chez l'adulte jeune, relativement jeune, entre 40 et 60 ans. Voilà. Donc, dans notre contexte, ce goitre-là sévit à l'état endémique. On parle d'une pathologie endémique lorsque nous avons au moins 10% de la population d'une région ou d'un pays qui fait un goitre. Il y a des études qui ont été faites en 92 dans la région de Gourma et dans la région de Zitenga qui montrent dans la région de Gourma qu'environ 70% des patients adultes jeunes font le goitre. Et dans la région de Zitenga qui montre qu'environ 55 à 60% font le goitre. Et je vous ai dit qu'on parle d'endémie lorsque vous avez 10%. Donc vous comprenez que dans notre région, ça sévit vraiment à l'état endémique. Une maladie toujours d'actualité au Burkina Faso. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, les chiffres en disent long.
Donc c'est une pathologie qui est quand même, qui existe, il faut le savoir. Et au cours de nos consultations, nous avons au moins un cas de goitre. Donc ce qui nous donne à peu près, dans la semaine, nous pouvons rencontrer au moins en moyenne 5 cas de goitre. Dans notre unité d'ORL, au centre hospitalier universitaire Yagado Ouédraogo. Dame Ouédraogo souffre de goitre depuis 9 ans. Ce matin, au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, elle est là pour le suivi de son dossier médical. C'est 2015 que j'ai constaté qu'il y a un goitre. Quand vous avez constaté, c'est pas le gonflement, mais c'est quoi? Vous avez mal à la gorge? Non, j'ai été à l'hôpital, puis j'ai mangé du poisson, et puis il y a l'arrêt qui est resté dans mon gorge là. Puis on est parti à l'hôpital. Et c'est de là qu'on a diagnostiqué. Voilà. On a constaté que la thylaire fonctionne normalement. Donc, devant cette situation, ce qui reste à faire, c'est l'ablation de la tumeur. Parce que là, ça pose un problème esthétique. Donc, pour cela, il y a des examens préopératoires. On vérifie au niveau du sang par une échographie, par une radio pulmonaire, un examen, un ECG, électrocardiogramme, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, on envoie le patient, elle a déjà fait tout savoir, le médecin anesthésiste qui va l'endormir parce que l'intervention se fait sous anesthésie générale. Elle a consulté le médecin anesthésiste qui a donné son OK pour l'intervention. Donc, elle est maintenant dans les services pour qu'on monte son dossier d'intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale, une étape passée haut la main par Madina Diabaté, également là ce matin pour un contrôle de routine. J'ai fait une intervention il y a 2 ans de cela, voilà, pour un problème de goitre, mais présentement ça va, puisque avant j'avais une dyspnée qui me fatiguait beaucoup, je n'arrivais pas à respirer, tout. Donc je suis venue voir Dr Kadiogo et il a fait l'intervention, mais jusqu'à présent ça va. J'arrive à bien respirer maintenant et à occuper mes tâches, ça va. La procédure actuellement, c'est toujours la surveillance. Il faut toujours surveiller. Surtout qu'elle, elle dit, par exemple, qu'elle a toujours des fourmillements, des picotements, certainement une hypocalcémie. Voilà, une hypocalcémie, ça fait 2 ans maintenant, donc ça veut dire que c'est permanent. Mais avec le calcium qu'elle prend, elle ne sent pas ça, tout va bien. Le goitre, à l'origine, est une maladie bénigne. Cependant, diagnostiqué tardivement, il peut être dangereux. Elle peut être dangereuse parce que c'est une augmentation du volume de la glande thyroïde. Et cette glande thyroïde a des rapports anatomiques avec d'autres organes, tels que les voies respiratoires. Nous avons le larynx, la trachée et des organes digestifs tels que l'œsophage. Donc lorsqu'elle évolue avec le temps, son volume devient si important et on assiste à une compression de ces organes qui peuvent entraîner des signes et bien sûr évoluer vers même la mort du patient. Dû à cette compression, ce patient, si ça comprime les voies respiratoires, il n'arrivera plus à respirer. On peut assister à une asphyxie. Les voies digestives, à une dysphagie, il n'arrive plus à bien manger. Sur le plan culturel, beaucoup considèrent souvent ça comme n'est pas une pathologie. Beaucoup même considèrent que c'est leur, voilà, comme on dit, leur WAC, leur quoi. Si on touche à ça, ça crée des problèmes. Donc, la plupart de nos patients viennent souvent tard lorsque vous avez cette masse-là qui a grossi, okay, qui est volumineuse et qui commence à comprimer le cou. Et comme ça commence à comprimer le cou, il n'arrive pas à bien respirer. Quand il mange, ça ne passe pas bien. Et la voix commence à changer et de plus, ça fait mal. C'est en ce moment qu'il commence à venir en consultation. Voilà. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Ailleurs, les gens viennent souvent pour des petits goitres, des petits volumes, parce que les gens se mirent, ils sont très regardants vers leur esthétique. Dans une petite masse seulement, ils consultent. Mais nous, dans notre contexte, c'est en général des gens qui viennent tard. Le diagnostic d'un goitre est clinique, mais d'autres examens peuvent être nécessaires pour en préciser la cause et les caractéristiques. Le traitement du goitre dépend de son évolution et de sa cause, indiquent par ailleurs ces spécialistes. Consulter rapidement un spécialiste de la santé en cas de tuméfaction cervicale reste donc le principal conseil
prodigué par Dr Céline Bella Bambara. Professeur Nao, comment différencier le goitre des autres affections du cou? Le goitre, ce qu'il faut noter, on le disait tout à l'heure, c'est une augmentation du volume de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde est déjà accolée au larynx, le larynx qui permet de faire sortir la voix, de respirer. Et c'est également collé à la trachée. Et lorsque vous vous alimentez, vous avez remarqué, il y a une tendance à l'ascension de la trachée. Donc, si vous avez une masse au niveau du cou, une boule au niveau du cou qui ascensionne lorsque vous voulez avaler la salive, vous êtes presque sûr que c'est une masse, une boule qui est développée au dépend de la glande thyroïde. Alors, à côté du goitre, il y a des boules également qui apparaissent au niveau du cou et qui ne sont pas des goitres. En tête de liste, on peut citer, il y a une malformation qu'on appelle le kyste du tractus thyroglose. En fait, c'est une petite malformation qui est située un peu au-dessus là. Le goitre, généralement, c'est un peu en bas, mais le kyste est un peu situé plus haut et on le retrouve plus fréquemment chez les enfants. Et le deuxième élément qui peut poser des problèmes, c'est les ganglions. En fait, le ganglion, bon, si on regarde de façon scientifique, un ganglion, lorsqu'il a augmenté de volume, on parle d'adénopathie. Donc, je dirais plutôt adénopathie. Et ça peut porter à confusion avec un nodule thyroïdien qui est vraiment latéralisé, qui n'est pas développé au niveau du lobe médian de la glande thyroïde, mais un peu latéralisé et qui peut porter à confusion. Le troisième élément également, c'est une autre malformation qu'on appelle les lymphangiomes kystiques. Ce sont les tumeurs bénignes qui sont développées au départ des vaisseaux lymphatiques. Alors, mais dans tous les cas, déjà, lorsque vous examinez le patient et vous lui demandez de déglutir sa salive, vous voyez que la masse augmente de volume. Vous êtes déjà sûr que vous êtes en face d'un goitre. Et lorsqu'il y a un petit doute, vous faites une échographie cervicale qui permet de vous dire, tiens, cette masse est développée au dépend de la glande thyroïde. Est-ce que toute tuméfaction cervicale est un goitre? Alors, ça revient à la question tout à l'heure. Toute tuméfaction cervicale n'est pas un goitre. C'est ce que je viens de dire, c'est savoir éliminer devant toute masse du cou ou un goitre, une malformation ou un ganglion. Docteur Lengane, est-ce que tous les goitres peuvent avoir des complications graves? Des complications graves, d'emblée, je dirais oui. Oui, parce que on ne peut pas prévoir l'évolutivité du goitre que présente le patient. D'abord, le goitre va poser un problème par rapport à sa taille. Un goitre, initialement, peut augmenter de volume et donc entraîner les compressions au niveau des organes de voisinage qu'on a cités. Ensuite, un goitre initialement bénin peut dégénérer en cancer. Ce qui fait que quand le praticien et le patient vont sur un contrat de surveillance, il est important que le patient adhère à la surveillance proposée. Parce que une lésion initialement bénigne donc, peut évoluer ultérieurement vers un cancer. Le troisième élément aussi est que sur le plan hormonal, un goitre initialement en euthyroïdie qui produit normalement des hormones peut commencer à produire trop d'hormones ou peu d'hormones. Et tout cela va se manifester sur le plan pathologique par des signes cliniques au niveau du patient. Donc il y a la nécessité de surveiller dès que le diagnostic est posé et quelle que soit l'indication thérapeutique retenue, il y a la nécessité donc de faire cette surveillance-là au long cours. Mais quels sont les signes de gravité ou de complications qui doivent alerter chez une personne qui a un goitre? Les signes de gravité déjà sont en général en rapport avec l'augmentation du volume de la thyroïde et la compression des organes de voisinage. Si vous avez un goitre et que vous avez du mal à respirer, comme ce que la patiente a signalé tout à l'heure au cours du reportage, il faut vous inquiéter. Si vous avez un goitre et que vous avez du mal à avaler, il faut également vous inquiéter. Et s'il y a également une modification au niveau de la voix, ça peut être des signes déjà de gravité. Et si en plus de tout cela, donc, vous commencez à présenter des signes qui traduisent un dysfonctionnement de la thyroïde, quand il y a trop d'hormones,
professeur Nao en a parlé tout à l'heure. Il peut s'agir donc de tremblements, des yeux qui sortent de l'orbite, d'un amaigrissement, d'une nervosité. Tout cela peut traduire dans un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde et il faut consulter rapidement. Docteur Diasso, quels sont les moyens de traitement des différents types de goitre? En ce qui concerne le traitement des goitres, je pense que c'est important de répéter ce que le professeur Nao a dit tout à l'heure. Chaque patient est unique et chaque goitre est différent. Donc, après avoir examiné le patient, après avoir fait les bilans, notamment l'échographie, les examens de sang afin de déterminer quelle est la production d'hormones de la glande, on peut en ce moment décider comment prendre en charge le patient. Donc, habituellement, on a 3 principales modalités de prise en charge des patients qui présentent des goitres. Il y a déjà la surveillance. Donc, chez certains patients, on va estimer que la maladie qu'il a au niveau de sa thyroïde ne présente pas de signes de gravité, la taille est assez satisfaisante et le médecin globalement n'est pas inquiet pour le patient. Donc dans ces cas, on peut être amené juste à demander au patient de passer surveiller sa thyroïde régulièrement au bout de 6 mois, au bout d'une année, parce que comme le disait le docteur Lengani, une thyroïde, donc un goitre qui est bénin, peut se cancériser par la suite ou alors la production des hormones peut être perturbée. La deuxième modalité que l'on peut proposer aux patients, ce sont des traitements médicaux, c'est-à-dire des médicaments. Et là, c'est habituellement pour les patients qui présentent soit des goitres d'origine inflammatoire ou des dérèglements de la production des hormones thyroïdiennes. Parce que les hormones thyroïdiennes, lorsqu'elles sont déréglées, on peut avoir un retentissement partout dans l'organisme, aussi bien au niveau du cœur, au niveau de tous les organes. Donc, chez ces patients, la priorité, c'est d'abord d'équilibrer le niveau de production des hormones. Et enfin, il y a le dernier cas, c'est-à-dire ce seront des patients où on va constater que soit on a un goitre qui est un peu trop gros, donc les risques de comprimer la respiration et d'empêcher le patient de bien manger est présent. Donc dans ces cas-là, on peut penser à lui faire une chirurgie. Il y a également le cas des patients où les traitements médicaux ne sont pas suffisants, ne sont pas assez efficaces, ou encore les patients chez qui on suspecte qu'il pourrait s'agir d'un cancer. Donc, chez tous ces patients-là, on peut proposer donc une chirurgie, donc enlever soit totalement ou une partie de la glande thyroïde. Est-ce que ces traitements permettent de guérir totalement d'un goitre et quels peuvent être les risques liés à chacun de ces traitements, professeur Nao? Bien évidemment, si ces traitements existent, ça permet de régler un certain nombre de problèmes. Premièrement, il a parlé des médicaments devant une maladie de base d'eau qui est un modèle de goitre qui concerne toute la glande, qui est augmenté de façon générale. Et comme le docteur Lengani l'a dit, c'est notre propre corps qui ne reconnaît pas notre glande thyroïde qui l'attaque. En fait, en ce temps, la glande thyroïde commence à fabriquer beaucoup d'hormones, beaucoup plus qu'il en faut. Et là, il faut mettre ce qu'on appelle les antithyroïdiens de synthèse, c'est-à-dire on met des médicaments qui permettent de bloquer, qui empêchent l'excès d'hormones là de fonctionner. Parce que lorsque l'excès d'hormones fonctionne, c'est là qu'on a tous les symptômes de cœur qui bat rapidement, de nervosité, de tremblement. C'est ce qu'on appelle les antithyroïdiens de synthèse. Alors, et très souvent chez ces patients-là, surtout lorsqu'ils sont jeunes, on peut arriver à stabiliser la maladie avec ces traitements médicaux. Mais très souvent, il y a une récidive. Donc, on préconise généralement que après avoir stabilisé la maladie par un traitement, il faut passer à la chirurgie. Et au passage, il est bon de noter que ce traitement peut aller de 9 mois à 1 an. Le traitement, la personne oublie de prendre un traitement jusqu'à ce qu'on se rende compte que la sécrétion de la glande thyroïde est devenue normale. Qu'elle ne sécrète pas beaucoup, mais sa sécrétion est devenue normale. Donc, pour éviter ces situations de récidive qui, quand même, jouent sur le cœur, parce qu'avoir un cœur qui bat rapidement tout le temps, à long terme, ça donne une insuffisance cardiaque. On préfère stabiliser et faire la chirurgie. Alors, la deuxième modalité, c'est la chirurgie elle-même qui est la plus utilisée. Et on le fait pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le côté inesthétique de cette augmentation du volume de la glande thyroïde qui gêne le patient et que l'on sait que dans l'évolution des goitres,
ça va aller vers l'augmentation progressive. Aller jusqu'à ce que cette augmentation du volume commence à comprimer là où l'air passe, ou là et par où les aliments passent pour aller dans l'estomac. Et là, ça devient une urgence. Pour éviter de se retrouver dans des situations où on est obligé de prendre le patient en urgence, on préfère faire une chirurgie. Et lorsqu'on fait également l'échographie, bien évidemment en examinant le patient d'abord, on a un certain nombre d'informations que il s'agit d'un goitre qui ressemble à un cancer. La chirurgie s'impose. Alors, le dernier type, comme on l'a dit tout à l'heure, les goitres dus à une inflammation, l'inflammation des thyroïdites surtout, qui surviennent il y a un délai peut-être de 3 semaines, on peut mettre en place un traitement médicamenteux également à base de corticoïdes. La complication, c'est surtout la chirurgie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a des ORL, parce qu'ils ont appris à connaître tous les éléments qui sont au niveau du cou pour les éviter. Et les deux complications, voire les complications majeures, c'est l'atteinte du nerf récurrent. En fait, le nerf récurrent, c'est un nerf qui se trouve au niveau du cou, qui n'est pas loin de la glande thyroïde, qui assure la mobilité des cordes vocales. Les cordes vocales, ce sont des structures qui sont dans le larynx, c'est ça qui vibre pour nous donner le son. C'est pourquoi vous voyez qu'après certaines chirurgies, il y a des patients qui ont un problème de voix. Tout n'est pas forcément par une section ou accidentelle du nerf, mais le fait même d'opérer, de passer à côté du nerf, de tamponner quand il saigne, de l'intuber déjà, ça peut donner un petit dysfonctionnement de la voix, mais très souvent, dans la majeure partie des cas, au bout de 6 mois, 1 an, le patient récupère. Mais il y a des cas souvent, à peu près 2%, où la paralysie de ces nerfs est définitive. Alors, le deuxième élément qui se trouve également dans le cou et qu'il faut chercher à éviter, c'est ce qu'on appelle les glandes parathyroïdes. Ce sont des petites structures qui sont à côté de la glande thyroïde ici, qui fabriquent des substances qui jouent un rôle dans le métabolisme du calcium, c'est-à-dire, de façon clinique, ils jouent un rôle dans le fonctionnement des muscles. Lorsque il arrive qu'on arrache de façon accidentelle ces petites structures qui sont au nombre de 4, vous allez avoir des crampes. Mais c'est des situations également, ça peut être temporaire, et généralement même c'est temporaire. Les situations définitives après 1 an sont rares, et souvent aussi, pour remédier à ces problèmes-là, il y a du calcium sous forme de comprimé que le patient est obligé de prendre. Le dernier élément, qui n'est pas une complication, puisque c'est quelque chose qui est attendu, qui a des séquelles, lorsque je suis obligé d'enlever toute la glande, parce que ce qu'il faut savoir, dans certaines situations, je ne suis pas obligé d'enlever toute la glande. Si la maladie s'est développée sur un seul lobe, j'enlève le lobe gauche ou le lobe droit et l'autre lobe reste. Le patient, on peut vivre avec un seul lobe qui fabrique une hormone thyroïdienne satisfaisante. Maintenant, lorsque la maladie se développe sur les deux lobes, je suis obligé d'enlever tous les lobes. Et l'hormone thyroïdienne qui est fabriquée par la glande est très importante pour la vie, on ne peut pas s'en passer. Donc, on est obligé de mettre le patient sur un traitement qu'on appelle substitutif, parce que ça va substituer à la glande thyroïde, qu'on appelle les hormones thyroïdiennes, notamment tout le monde connaît le Levothyrox. La boîte de 1 mois de traitement fait à peu près 2 000 à 3 000 francs, et le patient est obligé de prendre de façon tous les jours. À vie. Bon, et généralement, devant les patients, j'aime pas le terme à vie, j'aime dire tous les jours on mange, mais on prend pour toujours en fait. Et au début, c'est compliqué à l'accepter, mais par la suite, on se rend compte que c'est pas compliqué. En fait, c'est pas difficile, parce que la prise est unique, de préférence le matin très tôt. Donc voilà les complications. Il y a d'autres complications mineures, mais ça, lorsque vous êtes à l'hôpital, lorsqu'on finit l'intervention, et c'est pas pour rien qu'on vous garde pendant 48 heures pour une surveillance rapprochée pour voir s'il n'y a pas un saignement de la loge. Docteur Diasso, peut-on prendre en charge tous les types de goitres au Burkina? Est-ce que notre plateau technique permet de prendre tous les types de goitres? Oui, actuellement, la plupart des équipes qui prennent en charge les maladies de la thyroïde peuvent prendre en charge pratiquement toutes les affections, notamment le goitre. Donc, que ce soit les traitements médicaux, notamment les antithyroïdiens de synthèse dont parlait le professeur Nao, les corticoïdes, et la prise en charge chirurgicale aussi se fait actuellement à peu près dans la plupart des grands centres.
Il y a par contre certains traitements complémentaires qu'on utilise notamment en cas de cancer qui ne sont pas encore disponibles, qu'on espère pouvoir disponibiliser bientôt pour les patients. C'est le cas notamment de l'iode radioactif. Donc on sait que la glande thyroïde capte l'iode pour produire ses hormones. Donc chez certains patients, on peut être amené à leur administrer de l'iode radioactif qui va traquer les différentes cellules thyroïdiennes pour les détruire dans l'organisme. Mais c'est le traitement quand même dont on a besoin très très exceptionnellement. Comme le disait le professeur Nao, les cas de cancer de la thyroïde sont très rares et donc dans la très très grande majorité des cas, on peut très bien prendre en charge tous les goitres ici au Burkina Faso. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la prise en charge des goitres, professeur Nao? Alors, les principales difficultés, il y a des difficultés qui sont inhérentes aux patients et d'autres peut-être, je dirais, le plateau technique, mais je commence par le plateau technique. On n'a pas besoin, le docteur qui nous disait, on n'a pas besoin d'un équipement spécifique pour prendre en charge. Quand je parle de prise en charge, c'est particulièrement la chirurgie qui nécessite un plateau technique spécial. Et là aussi, ce n'est pas spécifique. Et toutes les équipes ORL, je dirais, peuvent prendre en charge la chirurgie de la glande thyroïde. Et je dirais que c'est l'une des interventions après l'amygdalectomie, l'adénodectomie qui est la plus souvent réalisée. Donc c'est une chirurgie qui est maîtrisée. Et maîtriser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de complications. Il n'y a pas de chirurgie sans risque de complications. Et malheureusement, il y a un certain nombre de cas où il y a des complications. Et ce qui me permet de dire que le deuxième risque qui est lié aux patients, c'est il faut que les patients consultent tôt. Parce que plus le goitre est volumineux, plus la chirurgie va peut-être être hémorragique, plus le risque d'avoir des incidents peut survenir. Alors, je voudrais rassurer également les patients, ce sont des incidents qui sont mineurs. Et comme je le dis, ce sont des interventions qu'on fait régulièrement et généralement ça se passe très bien. Parlant d'équipement, vous êtes le directeur général de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale à Sogema. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette structure? Alors, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, c'est une société d'État qui a été créée par le ministère de la Santé, qui constitue son bras opérationnel, qui est chargé d'assurer l'acquisition et la maintenance des équipements médico-techniques, mais également la formation à la bonne utilisation de ces équipements. Donc, elle existe depuis une dizaine d'années, mais il faut reconnaître qu'elle a connu beaucoup de difficultés, des choses qui lui ont été reprochées à tort ou à raison, mais tout ça, c'est le passé. Et la nouvelle vision, c'est de travailler vraiment à la rendre opérationnelle davantage pour qu'elle puisse être un instrument pour accompagner les hôpitaux dans le renforcement de leur plateau technique. Malgré l'existence de votre structure, la problématique des équipements se pose toujours avec acuité. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la structure n'a pas beaucoup été utilisée. Cela me ramène à donner les éléments qui ont constitué, qui ont demandé à ce qu'on crée la structure. Le premier élément, c'est la diversité du parc des équipements médico-techniques. Alors, nous avons constaté en 2012 qu'il y avait une diversité des équipements des marques. Et vous convenez avec moi que malgré votre bonne volonté, si vous avez, à l'époque c'était 1200 marques, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de la maintenance de toutes ces marques. Deuxièmement, c'est l'indisponibilité des pièces de rechange. Alors, vous avez constaté que très souvent, lorsqu'il y a une panne, le scanner ou autre chose, ça prend du temps à être réparé. Nous n'avons pas les pièces de rechange à côté. Et là, c'était un des éléments qui a basculé pour qu'on puisse créer la Sogema. Troisièmement, c'est l'insuffisance dans la maintenance préventive et curative. Et tous ces éléments ont fait qu'on avait créé la structure pour essayer d'accompagner les hôpitaux dans leur acquisition et de la maintenance de leurs équipements. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour juguler le problème? Alors, fort heureusement, depuis 1 an, 2 ans, avec les nouvelles autorités, avec la nouvelle vision, les choses sont en train de changer. Parce que comme je le disais au départ, ça n'a pas beaucoup fonctionné pour plusieurs raisons.
Et à titre d'exemple, depuis un certain nombre d'années, nous signons des conventions de maintenance avec le ministère de la Santé qui consistent à aller faire la remise en service des équipements médico-techniques des centres médicaux avec antennes chirurgicaux à travers tout le pays. Il y a également une convention d'acquisition des équipements médico-techniques pour renforcer surtout les blocs opératoires des différents CHU et CHR à hauteur de 2 milliards qui est en cours d'exécution. Au-delà de ça, la vision avec l'accompagnement du ministère de la Santé et des plus hautes autorités, c'est de mettre en place une centrale d'achat d'équipements médico-techniques pour réduire les délais d'acquisition. Alors, ce serait bien d'avoir quelques équipements à côté, dans un stock, en fait, dans une boutique, où les hôpitaux peuvent venir se ravitailler très rapidement. Deuxièmement, c'est mettre en place un système pour avoir des pièces de rechange immédiatement, ce qui permet de diligenter la maintenance. Et la troisième chose, c'est faire des achats groupés. Les achats groupés, ça permet de faire des économies d'échelle pour l'État. Donc voilà notre vision future. Et au niveau de la maintenance, vous avez vu le gouvernement, il y a une nouvelle politique qui prend à bras le corps la santé de la population avec la réduction du coût du scanner et de l'IRM. Et nous sommes également sur un projet pour centraliser la maintenance des équipements stratégiques, je dirais des gros équipements comme les scanners et l'IRM. Donc c'est pour dire que la nouvelle vision fait que bientôt cette structure sera, je dis, responsable. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable des équipements qui rentrent au Burkina, alors que le domaine de la santé est tellement important que, à mon avis, ça doit être du domaine régalien de l'État. Mais depuis un bout de temps, la SOGIMAP sera un peu au devant des acquisitions et sera responsable de tout ce qui est acquisition et s'assurer de la qualité des équipements qui rentrent dans le pays. Voilà ce que je voulais dire pour la SOGIMAP. Ok, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, Dr Diasso, quel conseil vous pouvez donner aux populations par rapport à la prise en charge, au diagnostic et aux complications du goitre? Quel message, quel conseil? Alors, je pense qu'il s'agit encore une fois de rappeler le point sur lequel on a parlé, c'est-à-dire pour que la prise en charge se passe de façon adéquate, il est important de consulter rapidement si on constate qu'on a un gonflement ou une boule qui apparaît au niveau du cou. Et donc, sur cette lancée, il y a deux petits pièges dans lesquels on tombe souvent. C'est d'abord le fait que le goitre ne fasse pas mal. Donc, pour certaines personnes, quand ça ne fait pas mal, ça ne nécessite pas une consultation. Et ça, c'est une erreur. Et la deuxième erreur, c'est de penser que parce que c'est petit, ce n'est pas méchant. Ça aussi, c'est une erreur. Dr Lengani. Oui, le mot qu'on peut ajouter également, c'est de demander aux patients d'avoir l'adhésion, demander aux praticiens d'avoir l'adhésion du patient dans le projet thérapeutique. Et également pour les patients, ne pas hésiter à prendre éventuellement un second avis pour se rassurer quant à la démarche thérapeutique proposée. Cela est très important parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension quant à la chirurgie de la thyroïde. Si vous avez vu un premier praticien qui vous a proposé une prise en charge, n'hésitez pas à avoir un deuxième praticien pour avoir un deuxième avis. Il faut que cette culture également se développe et ça permet de rassurer le patient donc, dans la prise en charge. Professeur Nao, quel est votre mot de fin? Ce que je peux dire pour la fin, c'est premièrement, c'est dire aux patients, en fait, le goitre, c'est fréquent. C'est une pathologie bénigne, la prise en charge est maîtrisée. Le plus important pour nous, praticiens, que les patients consultent de façon précoce et qu'il y ait une vraie complicité entre le patient et son praticien qui va expliquer toutes les étapes de la prise en charge et le patient pourra poser toutes les questions qui s'avèrent nécessaires jusqu'à ce qu'on puisse concrétiser la prise en charge finale qui est très probablement la chirurgie. Et c'est vrai, c'est une chirurgie qui est maîtrisée. Et il y a des complications, il y a des risques. En dehors des risques anesthésiques, il y a des risques qui sont chirurgicaux également. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il faut vraiment une collaboration entre le praticien et le malade pour qu'on puisse leur expliquer le risque. Et fort heureusement, ce risque vraiment est très rare. Et j'aime
taquiner souvent les patients qu'il est plus risqué de prendre une moto sortie dans la circulation à Ouagadougou, faire un accident, que d'avoir un problème au cours d'une intervention de la glande thyroïde. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.